Salut à tous et bienvenue pour un nouvel hors-jeu en remote avec la team, avec les gars. J'espère que vous allez tous très bien chez vous, que vous avez passé une journée agréable. On avait vu pas mal de 0-0 hier, on s'est un petit peu vengé aujourd'hui avec notamment la rencontre de l'Espagne. Juste avant, si vous êtes des fidèles de l'émission, vous l'avez vu depuis quelques jours, on accueille notre nouveau partenaire Winamax, désormais qui est à nos côtés, et vous disposez d'un code de parrainage avec lequel votre premier dépôt est évidemment doublé en pari gratuit dans la limite de 100 € et si en plus de tout ça vous rajoutez le code hors-jeu 10, vous pouvez bénéficier de 10 € supplémentaires en cash directement crédité sur votre compte. Évidemment, les paris sportifs sont interdits aux mineurs, donc si vous avez moins de 18 ans, vous ne pourrez pas parier et évidemment, comme d'habitude, vous allouez un budget, on ne fait pas de bêtises, on ne dépasse pas ce budget. Une somme mise de côté pour s'amuser pendant la Coupe du Monde. Le but, c'est de vibrer, de s'amuser, non pas de faire comme moi, à savoir de s'endetter. Maroc-Croatie, le Maroc affrontait évidemment le vice-champion du monde, d'une Croatie qui est vieillissante mais qui était quand même favorite face à cette équipe du Maroc. Un résultat 0-0 mais quand même plaisant, on a vu. Eh ben, comme beaucoup d'équipes africaines, le Maroc, comme la Tunisie notamment, n'a pas démérité. Il a fait un gros match. Bruce Brac, je ne sais pas qui c'est qui veut commencer, mais on a vu notamment un énorme Bounou du côté du Maroc. Oui, Vas-y, Braque, fais-toi plaisir, vu que d'habitude t'es de l'autre côté, t'inquiète. Non, complètement. Non, mais alors moi, ce que je veux dire sur ce match-là, c'est que c'était un match quand même assez intéressant parce que d'un côté, on avait la Croatie qui est une des équipes, on le sait, qui est un petit peu dans ce second chapeau derrière les très très gros comme le Brésil, comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Tu mets qui tu veux dedans. Et c'est vrai qu'on voulait voir si la Croatie allait pouvoir continuer à performer à un très bon niveau. On sait que l'équipe était un petit peu vieillissante. Je pense que là, ils essayent de la régénérer, d'amener du sang neuf. On l'a vu avec l'entrée notamment de Lovro Mayer. Il y a des joueurs qui sont entrés dans cette équipe et j'ai été un petit peu déçu par la Croatie, mais c'est pas vraiment une surprise parce que voilà, c'est peut-être une équipe qui arrive sur la fin d'un cycle d'une génération, un peu comme ça a pu être le cas pour l'Espagne. Donc je trouve que le Maroc a pu bien en profiter. Je pense que si tu affrontes la Croatie qui était à son prime il y a peut-être 2, 3, 4 ans, c'est peut-être pas le même match. La Croatie aurait peut-être eu un petit peu plus d'occasion, aurait peut-être un petit peu plus perturbé ces Marocains. Donc ça, c'était peut-être la chance du Maroc. Maintenant, sur ce début de compétition, on a vu les équipes africaines et pour l'instant, si je dis pas de bêtises, c'est 0 but entre le Sénégal, entre le Maroc et la Tunisie. Et ça prouve qu'il y a un vrai problème quelque part. Est-ce que ce problème, il est devant au niveau des attaquants? Est-ce que ce problème, il est au niveau des milieux de terrain qui ont peut-être un petit peu de mal à faire le jeu et à venir concrétiser? Je sais pas trop d'où ça vient, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. On l'a vu avec toutes les équipes africaines, ils mettent beaucoup d'intensité, ils mettent beaucoup d'impact. Et ça, c'est toujours plaisant à voir. Ce qui fait que, par exemple, on a eu un Tunisie-Danemark qui était pas si qui était quand même assez agréable à regarder, même si ça se termine sur un 0-0. Et là, le Maroc, c'est aussi un 0-0, mais on a vu quand même de très belles choses techniquement parlant. Après, il y avait peut-être un petit peu de retenue dans le jeu des Marocains. Je saurais pas l'expliquer, mais techniquement, ils avaient ce qu'il fallait. Ils semblaient avoir ce qu'il fallait, mais encore une fois, ça pêchait un petit peu devant. Donc ouais, non, un bon 0-0 et peut-être un peu de frustration du côté du Maroc parce qu'il y avait vraiment un coup à jouer contre ces Croates qui commencent un petit peu à tirer la langue, je trouve. Je trouve que c'est pas une Croatie qui pousse comme elle a pu pousser il y a quelques temps. Donc il y avait un coup à jouer. Mais si tu regardes bien sur les 3 matchs des équipes africaines qu'on a vus pour le moment,
à chaque fois, on se dit très souvent la même chose, c'est il y avait un truc à faire. Bruce le dit aussi très souvent, t'as l'impression que les matchs peuvent durer, mais ils vont jamais marquer. J'espère que ça va tourner, j'espère que ça va changer et que ces équipes-là vont enfin pouvoir marquer des buts et commencer à gagner des matchs parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire, quoi. Elles sont assez dynamiques, mais ça manque de vent, je trouve. Zach Nani est de retour parmi nous. Enfin. Ça y est, le micro est OK. Zach, forcément, c'est un match que tu as suivi avec beaucoup d'attention. Finalement, toi, après avoir vu le match, si je t'avais dit que ce scénario arriverait à la fin du match, est-ce que tu aurais signé? T'en as pensé quoi, toi, concrètement, de la prestation des Marocains? Alors, je sais pas si vous m'entendez sur le plateau, mais je sais que les viewers m'entendent. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, moi, je t'entends. Ah, c'est bon, c'est cool. Bah, nickel. Ça fait plaisir. Et bah, du coup, moi, écoutez, les amis, j'étais... En fait, si tu veux, c'est une performance où j'ai été content des ingrédients qui ont été mis, comme par exemple un petit peu l'intensité. Même sur le plan de jeu, tu sens qu'il y avait des choses qui étaient travaillées. Tu sens que le Maroc a souvent essayé de renverser, de changer le jeu. J'avoue que à titre personnel, parce que j'ai bien fait attention au match, et je sais pas si vous aussi les viewers, même sur le plateau, mais je suis étonné de voir 65% de possession pour la Croatie. J'ai pas eu le sentiment que la Croatie a eu tant le ballon que ça. Genre, j'avoue que là, à regarder, ça m'a étonné. Bon, j'aurais pensé que c'était un peu plus équilibré, mais au-delà de ça. Ça manque de qualité dans le dernier tiers de Zinzin. Ça manque vraiment de qualité dans le dernier tiers de fou. T'as vu des craintes toi par rapport à En-Nesyri, notamment devant, tu en avais parlé avant-hier, il me semble. En-Nesyri, j'aime pas. En-Nesyri, je n'aime pas et j'ai jamais réussi à aimer cet attaquant et je n'aime pas. Je trouve qu'il apporte que très peu, trop peu. Après, j'ai trouvé les Marocains assez stressés aussi. Même quand Amrabat avait le ballon au début, tu sentais qu'ils étaient un petit peu stressés. T'avais un côté où ils jouaient à domicile. Le Maroc avait beaucoup de fans, mais au-delà de ça, franchement, passer l'envie et l'impact, je pense que tu dois être quand même assez déçu parce que même si tu fais match nul face aux finalistes de la dernière Coupe du Monde et une Croatie qui remontait en puissance d'ailleurs avant la Coupe du Monde, c'est important de le dire, c'était pas une Croatie en perdition, c'était une Croatie qui allait de mieux en mieux, qui avait battu l'équipe de France il y a pas si longtemps et qui dans les résultats commençait à revenir. Bah tu te dis quand même que derrière t'aurais pu tenter mieux. Après, quand t'es le Maroc et que tu fais nul face à la Croatie, ça te laisse en vie pour tes 2 derniers matchs, même si derrière tu réenchaînes direct une mini-finale contre la Belgique. Mais du coup, ouais, un petit peu décevant. L'entrée également alors il y a un milieu, je crois c'est Amala, je crois qu'il fait 5 passes réussies, 3 ratées. Il a eu un impact sur le jeu qui était complètement négatif. Hakim Ziyech, je crois, depuis qu'on a vu son Insta, enfin son réel avec la diagonale, il veut faire que ça. Le frérot, ça a été que des diagonales, que des longs ballons bien excentrés sur son côté. Ouais, c'est sa spécialité, mais au global, c'était vraiment pas très réussi. Et malheureusement, c'est vrai que on va dire que collectivement, passer l'envie et l'impact, c'était quand même assez pauvre dans le dernier tiers. Et c'est aussi un petit peu quelque chose qu'on voit même souvent lors des CAN, tu vois, où les équipes africaines, pour souvent, vont avoir des grosses assises, des grosses bases défensives propres, et puis après vont avoir des attaques qui tiennent sur des individualités. Et là, malheureusement, les individualités, j'ai trouvé qu'elles étaient pas au niveau de fou. Le ballon pouvait avoir des choses de temps en temps quand il pouvait se passer des choses quand Bouffal a réussi à choper le ballon, mais sorti de ça, c'était assez timide et c'est vrai qu'en ce sens, c'est dommage. T'as de temps en temps l'impression que les équipes africaines jouent malheureusement petit bras. Là où d'autres équipes plus décomplexées vont chercher l'exploit en jouant un petit peu plus au culot et ça fonctionne un peu mieux, tu vois. Et c'est là le dommage que tu te sors. Tu vois, t'as vu la Tunisie hier, tu te dis ah dommage. T'as vu le Sénégal il y a 2 jours, tu te dis ah ouais, dommage. Tu vois le Maroc, tu te dis ah dommage. Tu vois, c'est toujours un peu ça. C'est exactement ce que je disais. Bruce, est-ce qu'il y a une petite forme de déception du côté de la Croatie? Je sais que beaucoup de personnes ont été déçues de cette équipe-là parce que quand tu regardes l'effectif sur le terrain, tu as de la densité à quasiment tous les postes. Est-ce que de les voir faire 0-0 dans un match où ils n'ont pas été ultra dominateurs, c'est quelque chose à laquelle tu t'attendais ou est-ce que tu as un regard plutôt pessimiste maintenant par rapport à la Croatie dans ce groupe qui, rappelons-le, est ultra homogène? La Croatie va jouer la Belgique, le Canada. On va avoir l'occasion un petit peu de voir le niveau de ces 2 équipes ce soir. Non, mais c'est sûr que la Croatie, ça a été décevant. Comme l'a dit Zach, ces derniers temps, on les a vus notamment contre l'équipe de France. Ils avaient quand même fait un très bon match. Donc, on sait qu'ils sont capables de le faire. Et quand tu vois leur milieu de terrain, il y a de quoi faire. Après, personnellement, offensivement, c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de mal. Après, peut-être aussi la faute au Maroc, qui, comme vous l'avez dit, au niveau de l'impact et tout, dans les duels, ils étaient bien présents. Donc, ça les a beaucoup gênés aussi. Mais c'est vrai qu'au niveau de la compo, par exemple, moi qui l'ai vu contre l'AC Milan, je comprends pas comment Orsic n'a pas plus de temps de jeu, par exemple, parce que perso, moi, je trouve très intéressant. Et quand je vois là l'attaque, etc.,
sais, c'était pas incroyable, il y avait peut-être quelque chose à tenter plus tôt, tu vois, parce que Orsic, honnêtement, c'est le genre de joueur qui peut te décanter un match sur un exploit, une accel, un enchaînement. Donc voilà, mais après, on va pas les enterrer tout de suite, hein. On l'a vu que c'était compliqué pour des grosses nations lors de ce premier match. Il y en a qui rentrent dans leur compétition un peu timidement. On va attendre de voir. Ça se trouve, au deuxième match, ça va être bien mieux. Ils vont se libérer. C'est que le premier match. Mais voilà, faut pas aussi enlever le mérite pour le coup au Maroc, qui a été très sérieux. Derrière, ça a été costaud. Hakimi qui a été vraiment bon aussi. Et donc, il y a eu plutôt une bonne équipe. Et comme vous l'avez si bien dit, c'est devant où ça manque la petite étincelle, par exemple, que Amin Harit aurait peut-être pu apporter vu sa forme du moment. Lui, on l'a vu à Marseille, qui est capable de faire des bonnes diffs. Donc voilà, c'est ce petit truc, je pense, qui manquait au Maroc pour peut-être l'emporter aujourd'hui, parce que c'est vrai que tu le sentais, il y avait peut-être une possibilité pour eux de prendre les 3 points, mais à chaque fois, c'est dans le dernier geste où il manque ce fameux petit truc, quoi, que les joueurs plus vont apporter, quoi. Mais en plus, quand tu sors de la première mi-temps, au final, c'est les Croates qui ont eu les meilleures occasions, alors que c'était dans le jeu ceux qui avaient le moins d'impact, tu vois, même si Modric mérite quelques jaunes. À des moments, tu vois, tu dis le statut, ça fait que ça va impressionner l'arbitre. Oui. Genre, franchement, Modric méritait facile un jaune sur la plupart de ses fautes où il a placé quand même pas mal. Il doit sortir de ce match avec un jaune, Modric, c'est sûr. Voilà, tu vois, avec un minima un jaune, tu vois, et après avec un jaune sur la tête, il reste des fautes. Très bien vu, comme dit Zach, il y a ce truc autour de certains joueurs, tu sais, qui ont une très bonne image, qui sont pas censés être des joueurs méchants, du coup, ça parle pour eux. Il a pas fait de faute qui méritait un rouge directement, mais il en a fait plusieurs qui auraient mérité des jaunes. Donc bref, au-delà de ça, si t'es le Maroc, tu peux être satisfait de 2 choses. C'est ton assise défensive avec tes 2 centraux, Aguerd et Saïs plus Bouno, qui ont vraiment été très rassurants. Yassine Bouno a fait un moment un très bon arrêt. Et je dirais que c'est un des points forts que le Maroc peut dégager de ce match et qui est important. Mais maintenant, il va falloir aller marquer. Et pour marquer, il va falloir que ça se débloque offensivement et qu'ils réussissent à trouver peut-être à des moments, je sais pas, des volumes de course qui viennent peut-être des milieux pour apporter des surnombres, quelque chose tactiquement qui va au-delà de simplement changer d'aile et pour trouver la faille, parce que c'est vrai que là pour l'instant ça a été trop pauvre à cet égard, je trouve. Je vais dire peut-être de la merde, les gars, mais est-ce que, alors peut-être c'est complètement con et fou de dire ça, parce que on sait qu'il y a certains joueurs qui sont latéraux en club et qui parfois jouent ailier avec leur sélection s'il y a des manques. Tu vois, par exemple, c'est tout con, mais est-ce qu'un Ziyech repositionné peut-être, qui joue un peu plus dans l'axe, et un Hakimi que tu montes d'un cran, est-ce que ça pourrait pas être quelque chose aussi? Parce que Hakimi, on sait qu'il a du feu dans les jambes et quand il est haut, il peut faire très mal. Enfin, je pose la question comme ça, hein, c'est peut-être une idée à la con, hein. Mais moi, quand je voyais le Maroc tout à l'heure, je me disais, putain, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire en mettant plus Ziyech cœur du jeu et Hakimi plus haut sur son côté? Je sais pas, je me suis fait la réflexion. En fait, si tu veux, tactiquement, notamment au Maroc et dans d'autres sélections, quand t'as des latéraux qui sont très forts comme ça, Davies fait un peu pareil au Canada, c'est que c'est des latéraux qui vont pas forcément juste bouffer la ligne, c'est des latéraux qui vont rentrer intérieur et qui vont jouer à des moments un peu comme des meneurs de jeu, et c'est ce que Hakimi fait. Et c'est pour ça que Ziyech, lui, collait littéralement la ligne, pendant que Hakimi, lui, était un peu plus à l'intérieur. Tu voyais un peu pareil de l'autre côté avec Mazraoui, et en plus Mazraoui est sorti sur blessure, Hakimi apparemment ressenti une gêne également. Latéraux, après c'était limité aussi, c'est chaud. Bah ouais, t'es limité de fou. Je vois un peu l'idée, tu vois, de recentrer Ziyech. Ça pourrait faire mal, je pense. En latéral derrière, ouais, ça s'entend en soi. Bah en fait, le truc, c'est le problème il est là, c'est que si tu fais monter ces mecs-là, qui sont un petit peu, qui font partie de tes meilleurs joueurs, et c'est vrai que c'est très souvent le cas dans les équipes nationales, bah tu les remplaces par qui derrière, en fait, qui va faire le taf à leur place, du coup derrière. C'est toujours un petit peu délicat. C'est pour ça que je posais la question, l'idée pour ceux qui connaissent bien la sélection, quoi, tu vois. Oui. L'idée est pas conne, mais c'est vrai que là, en plus, là, alors, je sais pas si Mazraoui est out ou quoi. Je pense pas parce que bon, il prend un coup. Mais oui, voilà, c'est par qui tu les remplaces, quoi. Allez messieurs, on va passer à la prochaine rencontre de la journée. Il faut avancer parce qu'il y a encore 2 matchs dont on doit parler. Un match qui a été ultra intéressant. C'est ce Allemagne-Japon. Jingle. Bruce, un match de l'Allemagne où les Allemands étaient ultra favoris dans un match qui était très important pour eux. Génial. On t'entend hein, quand on... Oui, on t'entend. C'est un peu mieux là. Très bien. Ouais, ok, très bien. Ouais, les Allemands devaient à tout prix gagner. Ils ont dominé ce match dès l'entame. On y a cru et pourtant, il y a eu une grosse baisse de régime qui a profité aux Japonais. C'était la question du coup?
Allô? Ouais, je crois que c'était la question. Ouais, non, Vas-y, mais c'était, vas-y, désolé, Bruce, commence, hein, vas-y. Non, c'était Je t'écoute, je un t'écoute. super match. Je pense qu'on est beaucoup à avoir un peu de l'affection pour le Japon, peut-être grâce au manga, etc., la culture japonaise. Je vois que tu le vois même sur les réseaux, tu vois, quand le Japon joue, Grave. il se passe tout le temps quelque chose, Blue Lock, etc. Tu vois, on aime tous cette équipe et en général, c'est une équipe qui est plaisante à voir jouer. Tu sais, on l'avait vu, bah, c'était à la dernière Coupe du Monde contre la Belgique, par exemple, etc. Tu vois, il se passe toujours quelque chose avec cette équipe. Et Ouais. c'est vrai qu'au début, bah, tu vois, on sait qu'ils sont dans un groupe ultra compliqué parce que tu as l'Espagne, tu as l'Allemagne notamment. Là, tu te dis en plus, ils concèdent un pénalty un peu bête avec cette faute du gardien. Donc là, tu te dis, bon, tu as Gundogan qui ouvre le score. Là, tu te dis, ça va se compliquer. Surtout que les Allemands, tu sais, ils ont quand même les situations, les occasions, notamment quelques poteaux pour tuer le match. Et par contre, ils n'arrivent pas à le tuer. C'est là que tu te dis, bah, pourquoi pas, tu vois. Et le Japon, il y a eu un changement tactique en plus en deuxième mi-temps. Ouais. Il y a eu une prise de risque et ça a payé. Et en plus, les entrants qui font la défense, et je crois que bizarrement, les deux en plus qui ont marqué, les deux évoluent en Bundes. Et c'est là où tu vois, bah, ils avaient peut-être aussi un peu cerné ça. Honnêtement, la défense allemande, j'ai trouvé ça catastrophique. Mais catastrophique. À part Rome, peut-être, qui lui, pour le coup, il obtient le péno, il a fait des bonnes choses. Mais tu prends Schlotterberg, Soule, même Rudiger et tout. Schlotterbeck. Ouais, j'arrive jamais à le dire, mais tranquille. Je les ai trouvés catastrophiques derrière, pas sûr du tout, niveau alignement, tout. C'était en panique tout le temps et je pense que ça, ils l'ont senti, tu vois, un peu les Japonais, ils ont appuyé là où ça fait mal. Et puis après, bah, une fois qu'ils vont mettre leur but, tu sens que ça s'enflamme derrière et là, tu te dis que tout est possible. L'Allemagne commence à paniquer, pourtant Neuer sort quelques parades aussi. Et au final, il y a ce but avec ce contrôle qui est assez magnifique et cette frappe en force au premier poteau où Neuer bah, était censé un peu plus couvrir peut-être ton premier poteau, mais bon, il n'a pas été aidé aussi par sa défense. Et en tout cas, bah, très belle victoire du Japon et honnêtement, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est toujours très plaisant à voir jouer. Et une Allemagne assez inquiétante au niveau défensif où j'ai trouvé que c'était le néant. Et c'est vrai que quand on voit ce que l'Espagne a fait aujourd'hui, la démonstration, on va en parler un peu après du match de l'Espagne, bah, tu es très très inquiet pour l'Allemagne parce que ils vont devoir jouer déjà leur qualif parce qu'en cas de défaite, c'est dehors. Et face à une Espagne qui, eux, pour le coup, auront moins de pression, sont en confiance et en plus ont déjà 3 points. Donc voilà, ça s'annonce très compliqué pour cette équipe d'Allemagne, mais en tout cas, moi personnellement, je suis content pour le Japon parce que voilà, c'est Bah une ouais. équipe qui propose toujours quelque chose. C'est tout le temps une belle histoire et tu as envie d'être derrière ces équipes-là. Donc bravo au Japon. Non, ça fait trop plaisir d'avoir les Japonais qui viennent poser un classique tous les 4 ans comme ça, Grave. réussir à bouger quelques équipes, souvent sortir de poule à deux doigts d'éliminer la Belgique déjà il y a 4 ans. Donc vraiment Oui. c'est propre. Après, franchement, les Japonais pendant une partie du match, j'ai vu ils avaient du mal à sortir du pressing. C'était un petit peu compliqué pour eux et à des moments, dès que j'ai commencé à voir qu'ils ont commencé à allonger, ça s'est un peu mieux passé pour eux. Et sur sur le but là qui finit sous la barre de Neuer. Franchement, la gestion de Schlotterbeck et après le gros appel, la puissance et la finition sous la barre. Le contrôle, il est magnifique. J'avoue, j'ai Le contrôle. kiffé. Schlotterbeck, je l'ai trouvé très bof pour être Nul. honnête Nul. aujourd'hui. Non, mais moi, ce que je voulais dire, et Quentin, si je peux me permettre, du coup, Oui. je crois qu'on en avait parlé un peu de l'Allemagne, parce que c'est vrai qu'il passait un petit peu sous le radar. On a parlé beaucoup de l'Argentine, du Brésil, de la France. Et c'est vrai qu'eux, on les avait presque un peu oubliés. Et je me posais beaucoup de questions sur cette équipe. Je me disais à quel point cette équipe et cette génération est bonne et on commence peut-être à avoir quelques réponses. Je sais pas si certains l'ont vu, mais il y avait déjà eu un match contre l'Angleterre en Ligue des Nations un peu avant la Coupe du Monde. Et sur ce match-là, pareil, l'Allemagne avait plutôt bien joué. Ils ouvrent le score, derrière l'Angleterre revient et ça fait un match un peu débridé où ça part un peu dans tous les sens. Et là, en fait, ce que j'ai pas compris, c'est qu'il s'est passé exactement la même chose. C'est que l'Allemagne a encore une fois baissé de régime, baissé de rythme. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi elle n'arrive pas à être aussi dominatrice sur ces matchs qu'elle a pu l'être par le passé. Là, on l'a vu encore une fois. Je sais pas si c'est un problème de composition. Je sais pas si c'est un problème tactique. Enfin, il y a un truc qui a l'air de pas fonctionner. Pourtant, les joueurs sont là. Quand tu vois le match de Moussiala aujourd'hui, il y a du bon, il y a du moins bon, mais tu vois que le talent est quand même présent. Le mec est au point. T'as Kimmich au milieu. Il y a toujours cette question entre Gundogan et Kimmich, entre Gundogan et Goretzka, qui faire jouer. Est-ce que tu fais une paire Kimmich-Goretzka? Il y a les joueurs, mais j'ai l'impression qu'ils sont peut-être mal utilisés, Il leur mal manquait associés. Choupo-Moting aujourd'hui.
Le jour où tu mets Choupo-Moting, il le plie le match. Mais je rigole zéro. Hein. Je pense qu'ils mettent ce deuxième et ils plient le match. Bon, après, pour l'instant, il reste dommage qu'il Camerounais. soit pas Donc, allemand, alors. ouais, Bah non, pour mais Ouais, l'instant- c'est c'est pour ça. faire le parallèle avec le Bayern, parce qu'il y a beaucoup de joueurs au Bayern. Là, pour moi, il leur manquait ce Et tueur devant, comme justement, d'hab. de toute façon, ça fait c'est, plus. c'est- Oui, vas-y, Kanto. c'était ma question. C'était ma question. On a toujours connu une Allemagne qui a toujours été très sobre, mais tueur Oui, oui. dans le dernier geste, tueur devant les cages. Et c'est ce qu'on dit souvent en parlant de l'Allemagne, c'est que c'est une équipe presque qui est sans pitié et qui est capable de mettre Ouais. une équipe au fond de l'eau. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, c'est pas ce qu'il a manqué? Parce que tu l'as dit, Jamal Moussiala, il fait une action, notamment dans la surface de réparation, avec cette succession de crochets et ce ballon qui passe au-dessus du but. On a Ilkay Gundogan qui frappe le poteau. On a des opportunités du côté de l'Allemagne de venir mettre les Japonais au fond, et finalement, on l'a pas fait. Et c'est là où, après, cette baisse de régime a coûté cher. Est-ce que c'est peut-être quelque chose, un renouveau négatif, j'ai envie de dire, pour l'Allemagne? Non, mais il doit manquer quelque chose et il doit manquer un neuf, un vrai bon neuf. Parce que finalement, l'Allemagne, on le sait, c'est un petit peu comme le Bayern. C'est une équipe qui arrive à se démerder un petit peu aussi comme Manchester City, sans numéro 9. Là, aujourd'hui, tu sens que ça manque. Kai Havertz, je veux bien. Moi, j'adore ce joueur. Mais je pense pas que ce soit un mec qui soit voué à jouer neuf et à être le mec à la pointe de l'attaque d'une équipe comme ça. Ou Je pense peut-être que pas Kai neuf Havertz, solo, tu vois, un peu. oui, Genre, voilà, plus en 9,5 ou à 2, tu vois. exactement. Avec un mec autour duquel il tourne. Moi, Kai Havertz, voilà, je le vois un légèrement plus bas. Donc ouais, il manque peut-être un neuf. Il manque des choses. Je sais pas. Peut-être que aussi la blessure de Sané avant le début du mondial, elle leur fait un petit peu de mal parce que lui, c'est un des joueurs qui était quand même extrêmement en forme en ce moment. Bruce l'a dit, au niveau défensif, c'était pas rassurant du tout. Donc ouais, cette Allemagne continue, moi, de me faire me poser des questions. Je me questionne beaucoup sur cette équipe et je pense que cette Coupe du Monde va être très compliquée. On va en parler tout à l'heure. Oui, l'Espagne va être adversaire de l'Allemagne. Ça va pas être simple quand tu vois que l'Espagne arrive avec des certitudes, arrive avec un vrai esprit dominateur. Moi, je pense que l'Allemagne, ouais, ça peut refaire une 2018. Hein. C'est très 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 compliqué. Après, il manquait quand même un élément important dans l'attaque allemande, c'était Sané. Et je pense que Sané reviendra peut-être au deuxième match, mais sans Sané, ça risque d'être peut-être un petit peu chaud. Je sais pas s'il va reconduire également le Niklas Süle arrière droit. Peut-être qu'il va se dire que Süle et Rüdiger sont plutôt faits pour jouer central et auquel cas, il peut soit y foutre Kimmich, soit peut-être, je sais pas, Klaus Termann, qui est peut-être pas le meilleur, mais qui est au moins naturel au poste, quoi. Et pareil, en termes de double pivot, Gundogan, j'aime bien, mais tu vois, par exemple, Gundogan avec ses courses c'est essentiel, mais t'as aussi la question de est-ce qu'il aurait pu plutôt envoyer un Goretzka pour retrouver un Kimmich Goretzka en double pivot devant la défense et avoir une sorte d'impact physique qui aurait peut-être bougé les Japonais, tu vois, sans doute. Ouais. Quelque chose que Gundogan n'apporte pas, ou en tout cas moins, tu vois. Même si après Gundogan dans le dernier tiers et par ses courses dans la surface est souvent essentiel. C'est vrai que tu te poses des questions parce que rien que là sur un Müller qui se retrouve un peu déporté sur le côté de cette manière et tout, ça a rendu le truc un peu plus compliqué, tu vois. Et je le vois pas titulariser non plus un Moukoko, donc à mon sens, moi à l'heure actuelle, dès que Sané va revenir, pour moi c'est Havertz qui saute, Müller qui passe en faux neuf, et là tu te retrouves avec une attaque made in Bayern avec un axe de Müller plus du coup Moussiala qui tourne, Sané Gnabry sur le côté. Je suis pas hyper. C'est pas un vrai neuf, quoi, Müller. Ça, pour moi, ça. Non, c'est pas du tout un vrai neuf, mais pour moi, ils ont pas. Voilà, c'est ça le truc, c'est que. Ils ont full Krug, peut-être. Ouais, voilà, ils ont full Krug. Oui, mais voilà, bah, c'est ça, c'est là le problème pour moi. Krug ou Moukoko, mais Moukoko, il a 8 ans et demi, même s'il est fort, et full Krug. Mais non, mais l'Allemagne, c'est comme le Bayern, il leur faut un mec costaud devant, tu vois. Pas un mec qui bouge trop et tout, mais le mec qui tourne dans la bonne zone pour finir, où tout le monde tourne autour de lui, comme le Bayern, c'est là. Un Lewandowski, quoi. Ou Choupo, c'est là où Choupo leur a fait énormément de bien depuis qu'il. Et surtout, tu rigoles, mais ils le disent dans le chat et ils ont 100% raison, mais c'est là où tu es aussi un petit peu triste de l'absence de notre bon gars Timo Werner, hein. Tu rigoles, mais Timo Werner, avec ses courses en rupture, etc., dans la surface, lui, avec des ailiers tranchants, des joueurs qui jouent derrière, il aurait apporté énormément de bien. Comment? Et au moins. Non, je dis, je le préfère côté, Werner. Moi, pareil, je l'aime bien, mais je le vois pas comme, tu sais, ce point d'ancrage devant. Moi, je trouve Bayern-Allemagne, ils ont toujours eu leur putain de point d'ancrage. Quand ils ont pas ça, ils sont dans la sauce. Et c'est pour ça que là, moi, honnêtement, je suis très inquiet pour l'Allemagne, parce qu'en plus de ça, la défense, quoi. Comme j'ai dit, c'est une catastrophe absolue. On sait que Rüdiger, il est en général plus à l'aise dans une défense à 3 aussi. Très certainement, on l'a déjà vu.
Et quand tu vois le reste, à part Rome, où moi je trouve vraiment il a fait le boulot, il a apporté Ouais, quelque David chose. Rome fait un très bon match. Ouais. Les 3 autres, sincèrement, c'était mais catastrophique. Donc, sincèrement, il Justement, n'y en a Bruce. pas un qui dégage de la sérénité ou quelque chose. C'est effrayant, moi, je trouve. Juste Kanto, moi je pense en tout cas oui qu'il leur faut un neuf. Qu'il leur faut un neuf qui leur permette en tout cas d'ouvrir des espaces. Que ce soit un profil, il est pas allemand, mais un profil à la Choupo-Moting, un profil à la Werner. Quand t'as un mec comme ça monopolise quand même pas mal la défense. J'apprends rien à personne, mais c'est le genre d'équipe qui en bénéficie le plus parce qu'avec les mecs que t'as sur le côté, avec un Thomas Müller qui est toujours en train de traîner un peu partout, des mecs qui peuvent dégainer de loin comme Kimmich, comme Goretzka, comme même Gundogan. En fait, t'as besoin de ce mec pour un petit peu plus retenir l'attention des défenseurs. Et quand tu l'as pas, ce mec-là, tu sens que c'est un peu plus compliqué, tu sens que ça part de plus loin, tu sens que c'est un peu plus fermé. Et on l'a vu, ils ont eu plein de situations de frappe. Malheureusement, à chaque fois, c'était un peu contré. Et je pense qu'avec un numéro 9, ça peut changer et faciliter les choses dans ce sens-là. C'est tout ce que je voulais ajouter. Zach, rapidement, et on va faire un petit tour de table. Donne-moi peut-être un top et un flop, le joueur qui t'a le plus marqué dans ce match-là et le joueur qui t'a le plus déçu. Ça peut être du côté allemand, du côté japonais. Voilà, c'est le moment de se taper un petit kiff. Tu peux faire le hipster à prendre un joueur japonais. Voilà, c'est à ta guise. Un joueur japonais que j'ai bien aimé. Comme tu veux, ça peut être un allemand aussi. Hein. Franchement, il n'y a pas trop d'Allemands. Bah, franchement, on a cité David Rome, que j'avais trouvé assez intéressant si on a vraiment envie de parler côté allemand. Sinon, côté japonais, bah, je pense qu'il y a pas mal de personnes aussi qui ont commencé à comprendre l'intérêt que Arsenal a porté à Tomiyasu, par exemple. Tu vois, Tomiyasu, je pense qu'il fait quand même un match vraiment. Belle entrée à la mi-temps. Tu vois, genre je trouve qu'il fait une entrée. entrée. Rajustement tactique en fait. Ouais, c'est ça. Il fait une entrée vraiment sérieuse et qui change la face du Japon lors de cette seconde. Et en match décevant, bah, Thomas Müller, perso. Thomas Müller, surtout parce que j'ai trouvé qu'il avait une sorte de désintérêt total du but qui m'a choqué. Il a joué vraiment, il a évolué un peu en appui remise, des fois sans se retourner face au jeu. J'ai trouvé bizarre un petit peu dans sa façon de jouer aujourd'hui. J'ai pas trop aimé. Quand tu vois un côté droit allemand avec Müller et Niklas Süle, c'est vrai que c'était pas... on va dire le plus porteur en termes d'animation. Alors après, Müller se recentrait des fois, mais justement quand tu te recentres et qu'après derrière c'est un choulet de montée, ça donne le truc un peu chelou. Donc ouais, franchement à l'heure actuelle, niveau flop, je te dirais un Thomas Müller sur ce match-là que j'ai pas aimé du tout. Ok, Bruce, ton top, ton flop de ce match? Top, franchement, j'ai envie d'englober un peu tout le Japon, mine de rien, parce que pour moi, c'était une victoire collective. Après, il y a Ito qui a fait du bien, il y a le gardien aussi, même si sur le penalty, il déconne un peu, parce que c'est un peu con, mais il a quand même fait le taf derrière. Mais dans l'ensemble, moi, j'ai trouvé collectivement, et c'est ça qui est fort très souvent avec cette équipe du Japon, c'est que c'est carré au niveau du replacement direct. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu sais, ça triche pas, il y en a pas un qui va marcher un peu, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire, et du coup, c'est ça aussi qui force le respect. Il n'y a personne qui triche et puis les entrants qui font beaucoup de bien. Donc, on peut aussi dire le coaching, hein, parce que l'entraîneur, parce que mine de rien, il y a le changement tactique à la mi-temps. Et puis, il y a aussi les changements en cours de match qui font la diff. Donc, voilà, c'est un ensemble, bravo à eux. Et puis après, flop, niveau Allemagne, sincèrement, moi, comme j'ai dit, j'ai trouvé Slotterberg catastrophique, personnellement. Ouais, je voulais aussi. Ouais, je les ai trouvés nuls derrière, mais surtout Slotterberg, ouais, un peu saoulé aussi, c'était vraiment pas ouf. Après, il y a qui après, même au final, devant, c'était loin d'être incroyable. Il y a eu 2-3 trucs. Pour moi, il y en a un, pas qu'à surnager, mais un qui a fait à peu près son taf, c'est Kimmich. Encore une fois, parce que lui, il te donne des ballons, il te fait des diffs sur les passes et tout. C'est souvent lui qui déclenche. Et après, pour le reste, moi, j'ai trouvé, et Rome aussi, Rome que j'ai souligné tout à l'heure, que j'ai trouvé très intéressant. Et après, pour le reste, j'ai trouvé que c'était un peu en dessous. Il y a Gundogan qui a eu des bons coups à jouer. Et à un moment, c'est dommage qu'il tape le poteau, mais je pense qu'il doit décaler Gnabry qui est tout seul à droite dans la surface. Tu sais, il y a eu des choix un peu bizarres, des fois, des joueurs allemands. 2 ou 3 fois, il n'a pas été servi, Gnabry, ouais. Ouais, et souvent, quand Gundo, il allumait, ce qu'il a beaucoup allumé, on sait qu'il est bien capable de le faire, mais il y a des fois, il aurait peut-être dû décaler.
Allez, on termine avec Braque, un top et un flop, pas toute l'équipe, Braque. Non, t'inquiète, ça va aller très très vite pour moi. Moi, ce sera le coach japonais pour son coaching, tout simplement. Il fait entrer Ouais. les joueurs qu'il faut, il les fait entrer au bon moment. Et puis, je pense qu'il a senti que l'Allemagne était en train de perdre un petit peu les pédales de ce match-là. Et il a fait entrer les joueurs qu'il fallait. Il a fait entrer des joueurs offensifs. Donc, honnêtement, bravo à lui parce qu'il a aussi fait preuve de beaucoup de sang-froid. Je l'ai trouvé très calme. Et ça, c'est bien pour une équipe qui, justement, cherche à renverser un match. Et de l'autre côté, moi, j'englobe pas toute la défense, mais une bonne partie en tout cas de la défense de l'Allemagne qui était pas au rendez-vous aujourd'hui et qui justifiait aussi peut-être, bah voilà, ces deux visages, cette première période peut-être un peu plus dominatrice et cette seconde où ils étaient à la rue, hein, très clairement. Donc voilà pour mes top et flop. Ok, bah tu fais bien de souligner le coaching. C'est vrai, comme l'a dit Zach, Tomiyasu a fait partie de cet ajustement tactique au niveau de la défense. Mitoma a permis d'apporter un petit peu de folie. Puis surtout, faut quand même noter que les deux buteurs de la rencontre côté japonais, c'est deux entrants, puisque c'est Dohan et Asano pour les deux buteurs. Messieurs, j'allais vous poser une question. Est-ce qu'on peut y croire pour l'Allemagne face à l'Espagne? Mais justement, ça va être l'occasion pour nous de parler de cette rencontre de l'Espagne face au Costa Rica, parce que c'est peut-être l'équipe qui a le plus impressionné depuis le début de la Coupe du Monde. Jingle. Victoire 7-0 de l'Espagne qui entre tout simplement parfaitement dans cette compétition. Une poule compliquée, Allemagne, Japon, Costa Rica. Il ne fallait pas faire deux faux pas face à l'Espagne. Ils sont rapidement mis à l'abri avec déjà 3 buts inscrits en première période. Daniel Mo, Marco Asensio et enfin Ferran Torres sur penalty avant que Ferran Torres ne vienne doubler la mise lors de la seconde période. Buteur Gavi, Soler et Morata. J'ai envie de te poser la question, Bruce, au-delà de la performance collective qui a été ultra intéressante du côté de l'Espagne et qui est bon pour le capital confiance, le fait que quasiment tout l'effectif est marqué, est-ce que c'est pas aussi une excellente nouvelle individuelle? Bah, au-delà de ça, j'ai envie de te dire que c'est une excellente nouvelle tout court parce que le goal average peut compter dans cette poule. Il y a un Bien monde où sûr. on peut se retrouver avec 3 équipes à 6 points. Si jamais l'Allemagne bat l'Espagne, tu vois, on ne sait pas. Donc, en vrai, ce 7-0, déjà de se mettre très en confiance, on sait que ça peut compter à la fin, même si, bon, je pense que l'Espagne devrait. Je les vois au-dessus de l'Allemagne, mais on verra, tu vois, on ne sait jamais, il faut toujours se méfier de l'Allemagne. Donc, c'est parfait et ils sont rendus le match très facile parce qu'ils ont marqué très tôt. Et puis après, c'est l'Espagne, quoi. C'est pour ça que moi, je les mettais parmi les gros favoris. On les sous-estime souvent, je trouve, ces derniers temps. Moi, j'avais trouvé qu'à l'Euro, ça avait été l'équipe qui m'avait fait la meilleure impression. J'avais trouvé que c'était la meilleure équipe de l'Euro et l'Italie avait eu Ouais, beaucoup de surtout réussite passer contre les eux en poules. demi. Surtout passer les Moi, poules. je les avais trouvés très forts. Alors oui, il n'y avait pas de vrai neuf. Oui, il y avait Asensio, ce que tu veux, mais ils ont l'habitude aussi de jouer comme ça. Et honnêtement, bah, c'est du football de club. Et quand en plus, c'est un football qui est pas stérile, tu vois, parce qu'on l'a vu par moments avec certaines périodes ces derniers temps, que ce soit l'Espagne ou le Barça, tu vois, moi j'adore le jeu de possession, les redoublements de passes et tout, mais parfois ça peut être stérile, tu sais, quand les équipes sont un peu moins bonnes. Mais là, quand en plus tu as les buts, il y a tout est réuni, c'est la régalade. Tu as l'impression que tu vois des adultes contre des enfants. Il y a quasi pas de déchets, c'est tellement facile, ça joue tellement bien. C'est magnifique, quoi. Donc, Mais même, honnêtement, grosse impression. Ouais. ouais, je suis d'accord avec toi, c'est magnifique. Et puis surtout, il y a un autre truc, c'est que là, ils se sont permis une composition un peu plus fantaisiste parce qu'ils jouaient le Costa Rica avec Rodri notamment en défense centrale, Grave. pour pouvoir aussi profiter un petit peu de son jeu, de son assise, avoir un Busquets qui a pu jouer dans un fauteuil. Mais un truc qui est vraiment impressionnant à voir, c'est comment collectivement c'est huilé avec Ferran Torres et Dani Olmo sur les côtés, qui à des moments ont écarté, à des moments quand les latéraux montaient, c'était eux qui faisaient des appels dans les demi-espaces entre le latéral et le DC. À des moments, si eux écartaient, t'avais Pedri ou Gavi qui envoyaient ces appels-là. Donc en fait, t'avais du mouvement constant, des appels constants et du redoublement de passes constant avec des gens qui venaient toujours demander dans les espaces, qui n'hésitaient pas à demander le ballon dans les pieds. Pedri fait une partition impressionnante. On sait que il y a beaucoup de jeunes joueurs, CDM qui ont fait leur début. Moussiala, Bellingham, Pedri. Bon bah Bellingham et Pedri c'est très réussi. Moussiala, il y a eu un peu de moins bien, mais Moussiala, on sait que c'est un très grand. Gavi aussi, très Pas bon. de souci. Ouais, voilà, Gavi a été aussi extrêmement bon et il y va de son petit but. Et moi, tu vois, sur ce match contre le Costa Rica, il y a rien à dire. Tactiquement, l'Espagne a été au-dessus. Les mecs du Costa Rica, la différence est absolument monstrueuse et ils sont pas non Ouais. plus aidés par un Navas qui au début concède assez vite le deuxième but sur une frappe où il aurait peut-être pu faire un petit peu mieux. Mais
une formation comme ça ou la manière dont ils ont joué face au Costa Rica, je pense pas qu'ils pourront le reconduire face à une plus grosse équipe. Je pense qu'ils vont devoir changer les profils et trouver autre chose, tu vois, parce que je les vois pas repartir avec cette attaque et un Rodri en défense face à une plus grosse équipe où cette fois la 6 défensive. Moi, je les vois faire la même. Hein. Ah ouais, moi face à une plus grosse équipe, je les vois pas avoir quelqu'un. En plus, je le taille pas. Vous savez que je l'aime beaucoup, mais un gars lent comme Rodri en DC, et je les vois pas rejouer avec une telle débauche d'énergie, que ce soit du milieu en passant par les mecs sur les côtés qui entre le pressing et les appels, on voit un volume de course qui est très très élevé et qui a fonctionné, rien à dire, tu vois. Mais je pense que face à une grosse équipe, ils joueront peut-être un poil différemment. Ça m'étonnerait pas de voir revenir peut-être par moment, ne serait-ce qu'un Morata, un truc comme ça. Je ne revois pas jouer avec Asensio en faux neuf et tout ça, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'avec toutes ces courses-là, tu te découvres beaucoup et ça passe face à un Costa Rica qui a pas la qualité pour faire 4 passes correctes, mais face à une plus grosse, je pense que ça changera peut-être, mais on aura la réponse très vite. De toute façon, dès le match contre l'Allemagne et même face au Japon, j'ai envie de te dire, donc à voir. Voilà, c'était mon avis. Moi, je pense que Rodri restera derrière. En plus, j'ai l'impression qu'avec l'Espagne, Busquets est très bon avec l'Espagne. C'est un fait. Des fois moins bon avec le Barça, parce que le Barça a peut-être moins de maîtrise que l'Espagne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et à l'Euro, moi, je l'avais trouvé bon, tout ce que tu veux, machin. Et quand tu as le ballon, Busquets est très bon. Et ça a été le cas encore aujourd'hui. Moi, perso, je vois plus ou moins la même compo. Alors après, il y avait des joueurs, je crois, malades, etc. Donc ça, on verra. Et après, la question se posera peut-être avec Morata devant et tout. Mais sincèrement, quand tu as des joueurs comme ça qui sont tellement en confiance, qui arrivent à garder le ballon comme ça et tout, moi, je serais l'Allemagne, je me ferais quand même beaucoup de soucis. Parce que quand je vois leur défense aujourd'hui, et que tu vas devoir taper l'Espagne, qui, on l'a vu, est capable de combiner quand même assez rapidement. Et mine de rien, ok, c'est que le Costa Rica, comme on dit, mais c'est toujours facile de dire ça avant. Parce que même avant le match, il y en a beaucoup, on disait, faut quand même se méfier un peu du Costa Rica. En général, c'est pas des mauvaises équipes, ainsi de suite. Donc voilà, moi je pense vraiment que l'Espagne c'est fort et je pense qu'ils vont le montrer contre l'Allemagne dès ce week-end. Et moi je pense qu'on aura une compo assez semblable, peut-être à une ou deux exceptions près. Parce qu'honnêtement, ça a mais moi, super je pense bien que 2-3 fonctionné. exceptions près, ce sera la différence. Moi, je pense qu'il se permet cette compo aussi parce que c'est le Costa Rica. Moi, c'est mon avis, et ça se trouve, je vais me tromper, il y a aucun souci à ça. Mais je te parie que ce sera pas exactement la même équipe reconduite dès que l'opposition va s'élever, que ce soit sortie des poules ou alors dès l'Allemagne. Mais du coup, tu sors Busquets et tu mets Mais, Rodri. messieurs, on va On peut-être verra, écouter Braque quand même, on l'a pas entendu. Parce que depuis tout à l'heure, vous êtes dans une discussion à deux, mais on n'a pas entendu encore l'avis de Braque mais c'était intéressant. par rapport à ce match-là sur le Costa Rica. Mais moi, la question que j'ai à te poser, Braque, c'est Oui. au-delà du choix tactique, parce que là, on est en train de se projeter vers la suite et sur les hypothèses. Est-ce que toi, de ce que tu as vu, tu as trouvé que cette équipe d'Espagne était peut-être plus impressionnante que l'Angleterre, par exemple, qui est l'équipe qui avait marqué le plus de buts depuis le début de la Coupe du Monde? Est-ce que tu trouves plus solide cette équipe d'Espagne, plus impressionnante que l'Angleterre? C'est deux styles complètement différents, tout simplement. L'Angleterre, c'est un jeu qui est beaucoup plus direct, avec beaucoup de talent. Et l'Espagne, c'est un jeu qui est un peu plus latéral, un peu plus posé, avec aussi énormément de talent. Mais en fait, moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est aujourd'hui, je pense que tactiquement, Bruce et Zach ont bien résumé le match. Mais moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est que Luis Enrique, aujourd'hui, il tient grave son groupe. En fait, l'équipe, elle tourne super bien. À l'Euro, on commençait déjà à voir des bribes de ce que cette nouvelle génération pouvait donner. Et aujourd'hui, t'as un petit peu l'impression qu'ils sont en train d'arriver, à maturité. Ça tourne très bien. C'est vrai que moi j'ai été un peu surpris par le choix de Busquets, de Rodri en défense centrale, mais quelque part quand t'as le ballon, t'as plus de 80% de possession. Je veux dire, ta défense, c'est pas elle qui va souffrir dans un match comme ça. Ça se termine sur un 7-0. Il y a pas grand chose à dire en fait. Leur jeu tourne bien, les certitudes sont là. J'ai l'impression que tu peux remplacer les joueurs et pas forcément perdre en qualité. Tu restes quand même à un haut niveau de performance. Tu vois, on a vu d'autres équipes faire entrer des joueurs qui n'ont pas forcément apporté plus que ça. Là, c'était complètement l'inverse. L'équipe continuait de tourner et ils ont continué de dérouler. Évidemment, barrière anti rabat-joie, c'est le Costa Rica, bien entendu. Mais quelque part, moi je dis quand t'as une équipe qui arrive en Coupe du Monde et qui montre, qui envoie une telle démonstration de force, moi je trouve que ça envoie un message. Ça veut dire qu'en fait l'Espagne est prête et c'est
pas le cas de l'Allemagne, par exemple. Tu vois, quand tu regardes l'Allemagne aujourd'hui, l'Allemagne a montré qu'elle avait des failles et c'était le Japon en face, même si on aime beaucoup le Japon. Donc en fait, moi, l'Espagne, ce que j'ai envie de dire, c'est attention à cette équipe. Je retourne aussi un petit peu ma veste parce que c'est pas une équipe, moi, moi, je suis pas non plus super fan de ce jeu-là, à la L'euro, différence de Braque. Bruce, par exemple. Mais non, mais là, quand c'est comme ça, Braque, quand il y a les buts Bah, et l'efficacité, c'est magnifique. quand Quand c'est c'est comme ça, stérile, je veux bien, ça peut être ouais. chiant. Mais quand là, c'est comme ça, si c'est efficace, il se crée beaucoup d'occasions, il n'y a rien à dire, c'est la perfection, moi, je trouve. C'est pour ça que j'ai tweeté dans la foulée. J'ai dit bah oui, aujourd'hui, pas étonné par ce qu'ils ont proposé, mais assez époustouflé parce que ça marche super bien. Les actions, tu les regardes, c'est limite en face, t'as l'impression sans manquer de respect, t'as l'impression que c'est des plots en face presque à certains moments. Donc non, magnifique. Le but de Gavi, il est incroyable. Enfin la reprise et tout, il y a rien à dire. Ça tourne super bien. À l'Euro, ça avait un peu moins bien marché, je trouve. À l'Euro, ils avaient galéré en poule et après derrière, voilà, ils sont lancés et on avait retrouvé la grande Espagne. Là, ils arrivent, ça commence très bien maintenant. Il y a un vrai match test contre une Allemagne qui va être revancharde qui arrive là dans la foulée. Donc, bah écoutez, régalez-nous. Non, moi j'étais franchement content pour eux. Ça a super bien tourné. Voilà. De toute façon, c'est une équipe. Zach Bruce, juste un pour dernier mot, appuyer- ouais. Ouais, c'est une équipe qui mise tout sur la possession et si elle doit gagner une compétition, ça sera par le jeu et par la possession. C'est pour ça que moi, je reste convaincu que Rodri restera derrière parce que c'est de toute façon l'Espagne et on le voit avec Busquets, avec le Barça ou qui tu veux, quand tu as trop de mètres à faire en arrière, ils sont pas faits pour ça, ces mecs-là. Moi, pour moi, Busquets restera au milieu, etc. Ce sera le milieu du Barça. Et voilà, et c'est pour ça que je pense que Rodri, il y a déjà pour faire la paire avec Laporte, et il y a aussi cette sécurité dans le jeu au pied, de pas s'affoler, en plus de pouvoir Ouais, être dans le vraiment jeu au long jeu, aussi, etc. dans le jeu long Je aussi. pense qu'ils misent tellement là-dessus, ils savent que c'est leur grande force et ils peuvent rendre fou n'importe qui comme ça, tu vois. Aujourd'hui, oui, c'était que le Costa Rica, ok, pas de souci, mais je pense qu'ils peuvent répéter ça, peut-être pas à cette échelle, tranquille, mais ça me surprendrait pas que contre l'Allemagne, ils nous sortent une grosse perf encore, tu vois, ça me choquerait pas, perso. Ouais, c'est possible. Moi, Rodri, je t'ai dit, ça m'étonnerait pas. Mais après, moi, ça m'étonnerait aussi pas de voir Enrique pas rétro-pédaler, mais retourner sur un Eric Garcia ou un Pau Torres sur un match où il va se manger des flèches devant. Et je pense que ça peut être un moment où l'Espagne se ferait exploiter ses quelques largesses entre un milieu qui a peut-être des fois un petit peu qui peut avoir des fois du mal face à un gros impact physique, et ça reste le milieu en partie du Barça, et on a déjà vu ce milieu des fois être confronté à des gros challenges et avoir un petit peu de difficulté, et après derrière, tu vois, en ayant autant la position, en jouant aussi haut, bah à des moments la vitesse de ta ligne défensive rentre en ligne de compte, et est-ce que tu as envie de partir avec Rodri pour ça? Bah on verra, ça se trouve ce sera le cas, tu vois, mais on verra. Moi je pense pas que Rodri soit un mauvais choix dans des matchs où tu sais que tu vas autant dominer sans forcément être exploité sur ça. Dans des matchs où tu le seras plus, est-ce que ce sera encore le cas? On verra. Mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est une Espagne qui à l'heure actuelle va avoir besoin, et elle se rassure en ce sens, je pense, de ce volume de course de la part de ses ailiers et des milieux. Et quand ça fonctionne, c'est magnifique. Est-ce que sur certains plus gros matchs, ça tiendra sur une durée de 90, surtout si ça commence à avoir peut-être des fois du mal à convertir? C'est peut-être les quelques questions que moi j'ai de mon côté, mais il y a rien à dire en dehors de ça. Ils ont fait une performance énorme, et c'était propre. Franchement, c'était propre. Juste ce que je veux rajouter, c'est qu'en fait leur jeu, il peut littéralement endormir une équipe. Parce que c'est vrai que quand t'as une équipe qui a le ballon comme ça et que tu cours derrière, ça peut vraiment te faire énormément de mal. Mais attention, eux aussi, à pas s'endormir non plus, tu vois. Parce que le jour où ils vont affronter une équipe contre laquelle ils vont buter et contre laquelle ils vont galérer à marquer des buts, quand ce sera pas forcément le Costa Rica, là ça peut devenir autre chose. Donc peut-être qu'à un moment donné, il va falloir mettre un petit peu plus de folie. Tu vois, l'entrée de Nico Williams, par exemple, elle est très intéressante parce que tu vois que sur le banc, tu as aussi des joueurs qui peuvent apporter un peu plus d'impact, un peu plus de dynamisme sur la fin. Donc voilà, moi je pense que Luis Enrique, il a tout pour faire une très très belle Coupe du Monde, et on verra bien. Après, j'ai eu le sentiment, juste pour finir, hein, désolé Kanto, par rapport à ce que dit Braque, j'ai le sentiment que Luis Enrique, il a bien bossé son truc parce que les joueurs, au niveau des mouvements, ce qu'il y avait et tout, souvent ça allait de l'avant. Et j'ai l'impression qu'il a bien bossé son truc justement pour il tient son équipe. Non, mais pour contrer un peu ce que tu dis, où parfois ça peut être stérile. Parce que honnêtement, tu avais l'impression que c'était un match d'entraînement aujourd'hui, mais niveau mouvement, les déplacements et tout, il y a quand même pas mal de solutions, et même dans les zones où il y avait de la densité, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, putain, c'est peut-être encore meilleur que ce que je pensais.
Bah ouais, les milieux, ils savaient quand envoyer leurs appels quand après les ailiers écartaient, ou alors les ailiers, ils savaient rentrer dans ces appels, enfin dans ces espaces-là quand c'était les latéraux qui étaient sur le côté. C'était propre. Je sais plus c'est quel joueur espagnol qui l'a dit, le chat nous le dira, mais il y a un joueur espagnol qui a dit on n'a peut-être pas les meilleures individualités, mais on a le meilleur collectif. Alors j'avoue que c'est un peu Si, présomptueux de le dire, mais quand Bah, tu c'est vois le Rodri, match de c'est ce Rodri, je soir, crois. Hein. Je crois que c'est Rodri ouais, qui a c'est dit peut-être ça, Rodri qui a justement. dit ça. Bon, Je sais après, plus il a c'est pas qui a tort. dit Hein. ça, mais ouais, bah pour le coup, Pour moi, mec, il a tu raison. vois le À la collectif, base, ils ont le meilleur collectif. Ah, attention, ouais, et à pas après, être trop arrogant. Hein. Attention. Non, Hein. mais Ouais, avoir le meilleur collectif, ça veut pas dire que t'es le meilleur. Mais l'Espagne, c'est toujours l'équipe où c'est le plus carré. Enfin, la plupart du temps dans le jeu, vous voyez ce que je veux dire? C'est très Ah, carré. tu sais à quoi t'attendre. Tu sais à quoi t'attendre. Voilà, ça c'est pas faux. Allez messieurs, c'est l'heure de terminer cette émission avec le Pronogate de notre partenaire Winamax. Jingle. Ah, Kanto, il se fait bouffer, c'est Nouvelle pas Braque. Hein. session. Quand c'est Braque, on pipe pas. Là, Kanto, qu'est-ce que tu vas faire si on part là? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais non, mais en fait, je vous laisse parler parce qu'en plus, c'est ultra intéressant. C'est juste que vu qu'il y a les matchs qui commencent dans 3 minutes, on est vraiment pressé par le timing. Sinon, ce serait que de moi. On pourrait parler tactique pendant un moment. Ça me dérange vraiment pas. Les amis, donc, on avait Scipion qui était en tête. Alors, pourquoi Scipion, il a 4 points? Il avait un Je sais plus pas 1 trop déjà. parce que Scipion, ouais, il était à +1, mais il avait mis match nul entre le Japon et l'Allemagne, si je dis pas de conneries. Donc, je sais pas pourquoi il a un point d'avance Parce qu'on a aujourd'hui. tous eu Encore faux. un petit problème du côté de la régie qui a mal compté. Et puis derrière, on se rend compte qu'en fait, Scipion, il va gagner, alors que non, il doit avoir 3 points. Donc, la régie, vous regarderez, c'est le seul qui a eu match nul entre l'Allemagne et le Japon. Il avait pas mis le Japon, me semble-t-il. Donc, Oui, il a mais toujours nous un point non d'avance plus, parce que Kanto. j'ai dit de la merde. Bref. Bah oui, euh, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, on s'en fout. Vous m'avez tilté. Vous m'avez tilté. Les amis, on passe directement au récap des matchs qu'on a pronostiqués pour demain, puisqu'il y en avait 3 au programme, si mes souvenirs pas trop mauvais, avec des matchs qui étaient pour le coup plutôt difficiles. Si aujourd'hui on avait des favoris à prendre, on a des matchs demain entre la Suisse et le Cameroun, Uruguay, Corée du Sud et enfin Portugal face au Ghana. L'un des favoris de cette Coupe du Monde fait son entrée en lice avec le Portugal. On va voir un petit peu les pronos de tout le monde en ce qui concerne ces 3 belles affiches, avec franchement demain une journée avec du beau football qui est prévu. Quasiment tout le monde sur la Suisse sauf Braque qui est sur le nul, et puis derrière tout le monde sur l'Uruguay, tout le monde sur le Portugal. Très peu de variété. Il y a que Braque qui va soit prendre un +1 soit un -1 voilà, par rapport à tout le monde. Un petit coup d'œil sur le My Match parce que c'est sur les My Match que peut-être que la différence va se faire dans ce prono gate. Tout simplement, le My Match va s'afficher d'ici quelques instants, toujours à une cote supérieure à 5 comme d'habitude, et c'est le My Match pour le match de ce soir entre la Belgique et le Canada. On a pris le Canada vainqueur du côté de Braque. Cavallini, buteur pour ma part, Cavallini qui est remplaçant. De Bruyne, buteur, les deux équipes marquent, et Belgique pour Bruce à 6,25. Scipion, c'est la deuxième mi-temps avec le plus de buts et un but de Kevin De Bruyne, alors que Zalou lui a pris la Belgique. Et Jonathan David, tout peut passer dans cette rencontre-là, mais on a vu qu'il y a quand même pas mal de trucs qui tournent et qui gravitent autour du Canada. On rappelle que ce Pronogate est avec notre partenaire Winamax et que vous pouvez parier sur le site toujours avec beaucoup de précautions. N'allez pas exploser votre compte en banque pour les paris sportifs, c'est simplement pour vibrer un petit peu sur le match, une petite pièce, et c'est tout. Messieurs, merci d'avoir été là. On va se retrouver comme d'habitude demain pour une autre émission en remote. J'espère avec une meilleure connexion qu'aujourd'hui pour ma part. Bon match. Un petit prono là rapide pour tout le monde. Un petit score. 2-1 Belgique pour moi. Moi je dis un partout. Belgique-Canada. Un partout. Voilà. Bon, méfiez-vous des Canadiens. Ok. Dernier mot pour Zach. Victoire de la Belgique, je pense. J'ai pas de score, mais je pense que la Belgique va gagner. Ok. Et ben victoire de la Belgique, messieurs. Le match va commencer d'ici quelques instants. Merci à vous d'avoir été avec nous. Passez une bonne soirée, bon match et bonne Coupe du Monde à vous. Prenez soin de vous. Bye bye. Salut à tous. Ciao. Ciao.